Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de JCP. Alors dans ce nouvel épisode, nous allons parler de l'épargne des Français et ce que le gouvernement a l'intention d'en faire. Donc vous avez peut-être vu que dans le cadre de discussions avec l'Ukraine, de la menace russe, qu'il y avait besoin de refinancer plus de dépenses militaires et donc que l'État a l'intention de mobiliser l'épargne des Français. Donc nous allons revoir ça en détail. Et surtout, on va se poser la question, au-delà de ce chapitre militaire, est-ce que ce n'est pas le premier pas vers une approche plus systématique d'utiliser l'épargne des Français pour financer le budget de l'État? Avant toute chose, je précise que je ne suis qu'un citoyen ordinaire. Comme tout le monde, je peux me tromper. Aussi, je ne suis pas responsable de vos décisions ou de vos actes. Donc, dans un premier temps, nous allons voir de combien on parle en termes de financement militaire et pourquoi faire. Ensuite, nous regarderons un peu l'épargne des Français actuellement et quelle épargne pourrait être utilisée pour le financement. Nous regarderons aussi d'autres pistes potentielles de financement de ce réarmement militaire et nous en ferons une synthèse. Vous avez peut-être regardé votre président le 5 mars qui a fait une allocution évoquant la menace russe et qu'il était nécessaire d'augmenter le budget de la défense pour se protéger et s'équiper en conséquence. En parallèle de ça, donc la Commission européenne a aussi annoncé son plan, son programme REARM, qui est également de refinancer les efforts de défense. Donc, vous voulez évoquer un budget de 800 milliards d'euros, mais c'est un peu flou d'où vient cet argent et à quoi ça va servir, sachant qu'il n'y a pas d'armée européenne, hein, ce ne sont que des armées nationales. Alors, est-ce que ça va être de la subvention de l'Europe vers les pays pour qu'ils financent leur armée? Est-ce que ça va être des prêts? Est-ce que c'est simplement une enveloppe virtuelle qui est la somme finalement des investissements des 27 pays européens? À voir. C'est pas clair ce qu'il y a dans ces 800 milliards d'euros. Il faut espérer quelque part que ça ne va pas être la planche à billets qui va être réutilisée pour réimprimer, puisque là on va se repartir vers une période d'inflation et augmentation des taux et autres. Donc c'est pas souhaitable. Alors pour ce qui concerne la France, donc le ministre de la Défense évoquait un besoin d'environ 100 milliards par an de budget total de la défense, sachant qu'aujourd'hui c'est à peu près 50 à 60 milliards, 62 milliards pour 2025, donc ce qui fait à peu près 50 milliards supplémentaires par an à trouver jusqu'en 2030, donc ce qui représente environ 1,5% du PIB. Pour fixer un peu les ordres de grandeur, hein, donc le budget total des dépenses publiques, donc c'est 1700 milliards en 2025, et l'État central, donc 662 milliards. Donc le budget de la défense déjà représente à peu près 10% du budget de l'État central. À quoi servirait cet argent et donc combien est vraiment nécessaire? Donc il était évoqué, donc acheter des frégates, des avions, des drones, des munitions. Il y a aussi toute la problématique de guerre numérique, on va dire. Les idées de dépenses ne vont pas manquer, c'est évident. Même si l'argent est là, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on l'utilise? Est-ce qu'il y a suffisamment d'industries en France ou en Europe qui sont en mesure de produire les commandes et donc de fournir les commandes? Quel délai, sachant que donc s'il faut construire des nouvelles usines, forcément il y a un délai inhérent à ça. Autrement, s'il faut augmenter la main-d'œuvre, augmenter les cadences de production, quand est-ce que l'industrie européenne sera en mesure de couvrir cette demande? Et s'il n'est pas en mesure, est-ce que ça veut dire acheter les équipements à l'étranger, donc notamment américains, avec donc toutes les problématiques de dépendance à l'armée américaine, alors que justement le leitmotiv en fait est finalement un peu l'étincelle qui a stimulé ce besoin, c'est que les États-Unis ne sont plus un allié fiable à 100% et qu'il est nécessaire que l'Europe retrouve un peu de son autonomie au niveau militaire. On va voir comment ça va se mettre en place. Je pense qu'il y a beaucoup de discussions actuellement sur pourquoi faire, comment faire et combien. Alors, si on regarde un peu l'épargne des Français aujourd'hui et de quoi elle est constituée, donc la source c'est un rapport de la Banque de France. Alors là on parle de l'épargne financière, donc c'est de l'argent qui est
investis sur différents supports. Donc vous avez le détail là. En premier, donc ce qu'on appelle le numéraire, en fait, c'est de l'argent qui est sur les comptes courants et qui finalement n'est pas investi. Les livrets réglementés, donc les livrets A, les LDD, les LEP, qui représentent pour quasiment 1 milliard. Les livrets non réglementés, donc ce sont les livrets proposés par des banques avec un taux non réglementé, ou les comptes à terme pour 411 milliards. Les supports, donc assurance vie ou épargne retraite, donc pour la partie fonds en euros, donc qui est la première ligne, le plus grand investissement. Les actions cotées, donc les parts d'entreprises qui sont cotées en bourse, 322 milliards. Les actions non cotées, donc qui correspondent aux participations dans les entreprises, donc typiquement petites et moyennes entreprises, par différents supports, donc 1400 milliards. À nouveau l'assurance vie, l'épargne retraite, mais pour des fonds en unité de compte, qui sont finalement investis dans des obligations ou des actions, et d'autres types de supports, d'autres types d'investissements, donc pour 447 milliards. En tout, ça représente donc 6412 milliards d'euros, au T3 2024, sachant que cette épargne des Français augmente d'environ 100 milliards d'euros par an. Et on parle de mobiliser l'épargne des Français, mais qu'est-ce que ça veut dire? Donc ce qui a été dit, c'est que on voulait mobiliser cette épargne, mais sous forme volontaire. Et vous posez la question des financements nouveaux, et notamment des financements privés. Nous allons mobiliser effectivement l'épargne privée. Je peux vous dire que le 20 mars, vous demandez quand, avec mon collègue ministre des Armées, nous allons réunir à Bercy les investisseurs et les entreprises de la base industrielle et technologique de défense, afin de mobiliser l'épargne privée et afin que cette épargne finance notre effort de défense qui va s'accroître. Et dans un article publié ce vendredi 14 mars, donc le ministre Lombard se veut rassurant en disant que les Français feront ce qu'ils voudront de leur épargne. Et quand on lit l'article, donc il a « Je veux rassurer les Français, ils feront ce qu'ils voudront de leur épargne ». Voilà, nous voulons convaincre les Français qui le souhaitent et qui ont de l'épargne d'investir dans notre économie de défense. Ce sera leur liberté. Je demande au grand réseau bancaire d'assurance de conseillers financiers de proposer des produits permettant de financer l'épargne de défense. Mais ce sera la liberté des Français de faire ce qu'ils veulent de leur épargne. On ne sait pas exactement comment ça va se faire, mais on se demande quelle épargne parmi les différentes lignes présentées, parmi les différents supports présentés, quelle épargne pourrait être réorientée sans trop impacter les investissements actuels, puisque à part le numéraire, l'argent est déjà investi. Donc les numéraires et les livrets non réglementés, donc ils sont ultra liquides, c'est-à-dire que les gens peuvent récupérer cet argent du jour au lendemain. Alors est-ce qu'il faudrait en faire un investissement forcé au-delà d'un certain seuil, en disant que c'est de l'argent qui dort, qui n'est pas très rentable, et le forcer son investissement dans des produits orientés vers la défense, sachant que aujourd'hui cet argent-là, il sert aux banques un peu comme fonds de roulement, notamment pour couvrir les emprunts, typiquement l'emprunt immobilier, l'argent que la banque vous donne quand vous faites un emprunt. C'est pas évident que les banques acceptent de réduire cette activité, leur business quotidien de financement auprès des particuliers et des entreprises. Ensuite, si on regarde le livret A et le LDD, qui étaient justement un peu mis en avant dans les discussions récentes, à nouveau, la liquidité est requise. Aujourd'hui, vous pouvez retirer l'argent que vous avez sur votre livret A ou le LDD le jour même ou sous 24 heures, vous récupérez l'argent. Sachant que cet argent, aujourd'hui, finance notamment le logement social ou l'écologie. Donc, y toucher voudrait dire qu'il y a moins de financement pour ce logement social ou écologie. Et de plus, ce serait très symbolique de toucher à cet argent qui est un peu l'argent de l'épargne de base de tout citoyen. En général, les gens, quand ils commencent à épargner, ils commencent par ça, donc ça touche tout le monde. Politiquement, ça coûterait très cher de toucher au livret A. Ensuite viennent donc l'assurance vie et l'épargne retraite qui sont mis ensemble parce que finalement ce sont des supports qui ont un fonctionnement assez similaire.
les mêmes produits peuvent être, plus ou moins les mêmes produits peuvent être achetés au sein de ces supports. Et c'est de l'argent qui est plus ou moins bloqué sur une durée. L'assurance vie, donc même si on peut retirer du jour au lendemain, enfin il y a quand même des délais, mais on peut retirer quand on veut. Il y a une forte incitation à conserver l'argent au moins 8 ans. L'épargne retraite, donc c'est l'argent qui est a priori bloqué jusqu'à la retraite, sauf exception. Donc voilà, c'est de l'argent qu'on peut considérer comme peu liquide. En termes de produits qui sont au sein de ces supports, donc notamment les fonds en euros qu'on a vus, qui servent à acheter des obligations françaises notamment, donc l'emprunt d'État français, et autrement des fonds en unité de compte, donc qui contiennent des parts d'entreprise ou d'obligations. Sachant que les sujets de défense militaire notamment ont été retirés des fonds, de certains fonds pour qu'ils soient éligibles aux critères ESG, ISR. Donc en fait aujourd'hui l'argent que vous mettez dans des fonds ne sert justement pas à la défense. Alors, il y a eu l'exemple en 2024 d'imposer un investissement minimum en private equity pour des fonds en unité de compte qui sont sous mandat de gestion. Donc en 2024, il a été décidé que dans les assurances vie, donc le private equity allait devenir obligatoire, mais seulement dans le cadre des contrats sous gestion. Donc dans les assurances vie, il y a deux cas de figure, soit c'est ce qu'on appelle la gestion libre, et c'est vous qui décidez quel support vous achetez, ce que vous en faites, les arbitrages, et une autre gestion, et donc une gestion par l'assureur, où c'est lui qui procède aux achats et aux arbitrages en fonction du profil. C'est donc des profils plus ou moins risqués, donc avec équilibré, dynamique et autres. Voilà. Et donc en 2024, depuis 2024, les assureurs ont obligation d'acheter du private equity au sein des contrats sous gestion. Et utiliser l'épargne qui sont sur d'autres supports serait trop impactant pour l'économie et donc a priori ne vont pas être concernés dans cette logique de mobiliser l'épargne des Français. Alors d'autres pistes ont été évoquées dans les médias, qu'on va essayer de revoir un peu, donc l'emprunt national. Donc l'idée c'est que les Français prêtent de l'argent à l'État, donc avec des conditions de durée, de rendement qui sont définies au départ. Donc c'est un coût pour l'État. Bon, vous prêtez à l'État, mais l'État vous paye des intérêts sur cet argent et est censé vous rembourser le capital à l'échéance. Donc c'est en fait ce que fait aujourd'hui l'État lorsqu'il emprunte sur le marché, mais là au lieu d'emprunter au marché, il emprunterait à ses citoyens. Alors si vous prêtez à l'État, vous vous exposez au risque que l'État fasse défaut, donc ne puisse pas vous rembourser votre capital à l'échéance, ou que l'inflation augmente sérieusement entre-temps et aille au-delà du taux de rendement auquel vous vous prêtez, c'est-à-dire que votre placement finalement va être moins rentable que si vous placiez l'argent sur le marché qui aurait des taux qui suivraient l'inflation. Et notamment en cas de guerre ou de crise financière, l'inflation risque d'exploser. Alors Alain Minc, dans un entretien à la revue Capital, a proposé de mettre en place un prêt obligatoire avec un rendement de 3 à 4% sur quelques années, environ 5 ans, qui serait basé sur la moitié des impôts payés l'année précédente. Bon, pour matérialiser l'effort collectif en disant que donc ceux qui ne payent pas d'impôts ne seraient pas concernés. Et voilà. Mais ce serait un prêt obligatoire. Donc on retombe sur cette notion d'emprunt national, mais vraiment obligatoire. Et ciblant certaines personnes et en quantifiant la chose. D'autres ressources pour le pays qui sont aussi évoquées, c'est d'augmenter le travail. Donc augmenter le travail, ça peut être par justement repousser la date de départ à la retraite. Donc, sachant qu'en parallèle, il y a des discussions au sein d'un conclave pour revoir la réforme de l'année dernière et éventuellement revenir en arrière pour avoir une date de départ plus proche. Donc là, ce serait l'inverse, on ferait l'inverse de cette discussion du conclave. Ou alors supprimer des jours fériés qui deviendraient travaillés, et donc augmenterait le PIB, et donc les prélèvements obligatoires associés. Ou revenir sur les 35 heures, j'ai vu passer une suggestion de 36 heures. Donc voilà, des pistes pour augmenter le travail et donc augmenter les recettes pour l'État. Ou alors faire rentrer ces besoins de dépenses supplémentaires au sein du budget existant, avec d'autres économies par ailleurs,
Sachant qu'en parallèle, la Commission européenne a accepté que les dépenses liées à cet effort de défense ne soient pas prises en compte dans le déficit et donc dans le critère des 3%. Mais au final, c'est quand même des dépenses et du déficit qui augmentent. Et si le déficit de la France augmente, sachant qu'il est déjà à 5,4%, donc bien trop élevé, attention au taux d'emprunt auquel la France va emprunter sur le marché. Ou alors une autre piste, donc c'est de saisir les avoirs russes gelés. Cette semaine, l'Assemblée nationale a voté une résolution qui exhorte les pays à saisir ces avoirs russes. Au-delà de l'aspect légal de la chose et des conséquences que ça peut avoir sur la confiance que vont avoir les investisseurs vis-à-vis de l'Europe si leurs avoirs peuvent être du jour au lendemain saisis. Les avoirs aujourd'hui ne sont pas forcément en France et donc comment la France pourrait les utiliser, c'est pas très clair, quoi. Mais faisons confiance à nos politiques et à nos experts pour avoir beaucoup d'imagination et proposer des pistes plus ou moins farfelues. Alors avec toutes les discussions ces derniers jours, je dirais déjà attention au sensationnalisme. Beaucoup de gens qui disaient attention, la France va vous prendre votre épargne, vous allez vous faire prendre votre livret A, et ainsi de suite. Je dirais déjà qu'il faut faire attention, qu'il y a une différence entre la ponction, la saisie de l'argent et un simple fléchage, une réorientation ou une incitation à l'investissement. Ce sont deux choses différentes. De plus, mobiliser l'épargne des Français, c'est une idée qui n'est pas nouvelle. Déjà, le même Éric Lombard, en 2020 et 2023, proposait des choses similaires. Et tout ceci se télescope avec le sujet de l'union de l'épargne et l'investissement de la Commission européenne, qui va être précisé fin mars, et c'est un peu le même esprit, comment mobiliser l'épargne des Européens pour en faire de l'investissement. Et je vous renvoie vers l'épisode de JCP numéro 3 pour avoir un peu plus de détails. À mon avis, ce qui va être retenu, ça va être une solution plutôt souple, donc plutôt volontaire, pas très contraignante. Et sachant que justement toute solution contraignante qui pourrait même aller jusqu'à la saisie de l'épargne sera gardée pour résoudre les problèmes lorsque la France fera faillite. Parce que c'est vraiment un pistolet à un coup. Une fois qu'on fait peur aux gens et qu'on saisit leur épargne, ça a trop de conséquences pour pouvoir l'utiliser dès maintenant sur un sujet à 50 milliards par an. Et je vous renvoie vers les exemples de Chypre et de la Grèce dans les années 2010, suite à la crise financière de 2008-2009, pour voir ce qui s'est passé. Mobiliser l'épargne, ça ne crée pas de l'épargne ni de la valeur. Donc, réorienter cette épargne, ça se fait forcément au détriment d'autres investissements. C'est prendre de la poche droite pour mettre dans la poche gauche. C'est plus un jeu d'écriture qu'une vraie solution. Alors à mon avis, mais bien sûr je peux me tromper et je vais forcément me tromper, mais bon, s'il faut faire un pari ou se lancer dans des prévisions, je pense qu'ils vont créer un fonds euro défense, quelque chose de similaire, qui sera accessible donc sous forme volontaire ou alors éventuellement donc imposé dans le cadre d'un mandat sous gestion dans les assurances vie et l'épargne retraite. Et en parallèle, ils vont annoncer qu'ils vont faire des économies de dépenses par ailleurs, mais on ne sera pas clair exactement, ils vont dire, on va faire tant de milliards d'économies également, puisque l'État aussi va contribuer. On ne va pas demander qu'aux Français de faire des efforts, mais aussi l'État va contribuer à cet effort-là. Vous avez peut-être vu hier ou avant-hier Amélie de Montchalin qui disait qu'il y avait déjà 20 milliards de fraudes sociales qui avaient été identifiées et résolues. Enfin voilà, c'est ce genre de communication qui va accompagner la communication globale sur cette mobilisation de l'épargne. Alors pourquoi faire ça sur assurance vie ou épargne retraite ? Parce que comme je disais, l'argent est plutôt immobilisé, du moins pendant une certaine durée, et donc ce qui est assez pratique pour pouvoir l'utiliser et l'investir, sachant qu'en gros le remboursement se fait bien plus tard, contrairement à des supports très liquides comme les livrets, où c'est difficile d'investir si les gens le lendemain retirent cet argent, veulent récupérer leurs fonds, et alors qu'il a été entre-temps investi, notamment dans l'industrie, quoi.
Je pense qu'un produit spécifique va être créé pour illustrer ce patriotisme et l'effort des Français à la défense nationale. Et on ne va pas utiliser l'épargne existante comme ça, un peu sans le dire, parce que ça pourrait être vu comme une spoliation. Typiquement, toutes les discussions qu'il y avait sur le livret A, si demain on dit au lieu de financer les logements, le logement social, ça va financer la défense, ce sera transparent pour vous, donc vous n'aurez pas l'impression de faire cet effort de contribution à la défense nationale. Et ça donne aussi l'impression qu'on vous prend votre argent, en tout cas vous ne choisissez pas de ce que devient votre argent que vous épargnez. Donc c'est pour ça que je pense qu'il va y avoir un produit spécifique qui va être créé, et donc voilà, un fonds euro défense qui sera dissocié des fonds euros existants. Hein. Aujourd'hui, chaque banque assureur a ses propres fonds euros. Et ils seront invités par l'État à en créer un nouveau qui sera disponible dans vos assurances vie ou votre épargne retraite. Et donc l'argent qui sera collecté sur ces fonds euros servira à acheter des obligations d'État de type défense, en fait, comme aujourd'hui les fonds euros, hein, qui servent aussi à acheter des obligations de l'État français. Donc là, ça servira pour acheter des obligations d'État de type défense spécifiques, donc qui, je pense, auront un rendement légèrement supérieur aux obligations classiques, donc pour vous, avec un meilleur rendement que le fonds euro classique, pour créer cette incitation à investir spécifiquement sur ce fonds de défense plutôt que sur le fonds classique, ce qui veut dire avoir un coût légèrement supérieur pour l'État aussi, puisque c'est l'État qui va payer le rendement, les intérêts d'emprunt. Et l'État utilisera cet argent collecté pour passer des commandes publiques vers l'industrie de la défense. Puisque voilà, c'est pas vous qui allez directement investir dans les entreprises de défense, c'est l'État, avec donc le ministère de la Défense, qui va passer commande pour du matériel spécifique auprès de certaines entreprises. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que même avec ce fonds euro-défense, c'est bien l'augmentation de la dette de l'État, puisque l'État va émettre des obligations, va emprunter cet argent auprès de l'épargnant par le biais des banques et assurances. Mais le principe, c'est que cet argent, il faut le rembourser. Comme toute obligation, il faut rembourser à échéance cet argent. Et en espérant que ça suffise, c'est-à-dire que qu'il y ait suffisamment de fonds levés d'épargne obtenus grâce à ça, pour que l'État n'ait pas à passer à autre chose qui soit plus contraignant. Donc rendez-vous le 20 mars pour avoir plus d'informations au niveau français, et d'ici la fin du mois de mars pour l'Union de l'épargne et de l'investissement de la Commission européenne. Vous voyez que le calendrier est similaire, et ce n'est à mon avis pas une coïncidence. Je pense qu'au ministère des Finances, ils savent déjà de quoi relève cette union de l'épargne et de l'investissement. Et le schéma va certainement être le même pour la cohérence européenne. Mais si on essaye de voir un peu plus loin, donc au-delà de ce cas un peu spécifique qui a été soulevé avec le changement de géopolitique et la menace russe et le besoin d'accroître la défense européenne. Si on se retrouve à discuter de cet appel à l'épargne des Français, c'est parce que en fait, l'État français est déficitaire en permanence. Tous les ans, son budget est déficitaire, et que augmenter son budget, alors que en toute théorie, on aurait pu penser qu'il suffisait à l'État d'augmenter son budget de la défense, mais en fait, il ne peut pas le faire puisque on est déjà largement déficitaire. Donc ça ne ferait que augmenter ce déficit et accroître la dette. Et en fait, on a ce problème systémique du budget de l'État qui oblige à trouver des solutions. C'est pour ça que ça fait des années que mobiliser l'épargne est sur la table, en fait, est une piste qui est explorée, parce que ça fait 50 ans que l'État est déficitaire et on ne voit clairement pas de solution pour changer cette tendance. Tous les ans, les dépenses augmentent et on ne peut pas augmenter éternellement les recettes avec les impôts, les prélèvements obligatoires. On est déjà le pays avec le plus fort taux de prélèvements obligatoires et ça ne peut pas continuer, c'est ingérable. Donc en fait, on a ce problème de fond que l'État n'a plus les moyens de ses ambitions.
et donc faire appel à l'épargne, donc l'épargne privée, est la nouvelle piste pour obtenir de l'argent, puisque les prélèvements obligatoires, on arrive dans une impasse. Et là, c'est le volet complotiste qui se met en place, mais quelque part, on pourrait se dire que ce chapitre de réarmement militaire, ça pourrait être un ballon d'essai pour sensibiliser les gens et préparer les esprits à contribuer volontairement, alors soi-disant volontairement, au budget de l'État avec leur épargne. Donc cette fois-ci, c'est pour la défense, parce qu'il y a la menace russe, parce que voilà, les États-Unis nous lâchent, blablabla. Mais voilà, peut-être que demain, on trouvera un autre prétexte pour dire ah, il vous faut, vous, bons citoyens qui avez trop d'épargne, on vous propose de aussi, pour le bien de la nation, de mobiliser votre épargne vers tel et tel type de dépenses. Alors au début, ce sera des dépenses exceptionnelles, comme dans le cas présent là pour la défense, et après, ce sera des besoins récurrents, et au final l'épargne, au lieu de la récupérer par le biais de prélèvements obligatoires, type taxes et impôts, sera récupérée par le biais d'investissements, et en fait les gens seront invités à investir dans l'État. Donc ça crée encore plus de cohésion entre le citoyen et la nation. Alors, vous imaginez tous les discours qui peuvent être associés pour convaincre les plus réfractaires. Alors il y a l'exemple du Japon où aujourd'hui la dette du pays, qui est d'ailleurs très élevée, je crois, elle dépasse 200% du PIB, mais elle est détenue en très grande partie par les citoyens. Donc ce sont les citoyens qui achètent la dette du pays. Donc le Japon, voilà, quand il émet des obligations, elles sont achetées par les citoyens et les banques et assurances nationales. Ce qui permet, donc, même si ça se mettait en place en France, ça permettrait de réduire la dépendance de la France aux investisseurs étrangers, puisqu'aujourd'hui il y a 54% de la dette française qui est détenue par des investisseurs étrangers. Donc on n'a pas le détail, le ministère ne veut pas donner, ou ne sait pas, ou ne veut pas donner le détail de quels sont ces investisseurs étrangers, mais on est clairement tributaire, voilà, de l'étranger. Et donc faire appel à l'épargne des Français permettrait à la France d'être moins tributaire de l'étranger et de mieux maîtriser sa dette. Bon, pourquoi pas, c'est une vision de la chose, mais ça veut dire que les citoyens n'auront moins de possibilités d'investir leur épargne, puisqu'elle sera d'une manière ou d'une autre plus fléchée vers les obligations d'État. Par contre, les citoyens ayant leur épargne qui sera investie dans l'État, donc dans la France, le risque est le jour où la France fait faillite, parce que là, la dette ne sera pas remboursée, et donc l'épargne des Français disparaîtra tout simplement. Mais tout ça, c'est une vision très futuriste, voire complotiste, et on n'y est pas encore. Comme d'habitude, je vous mets les sources qui ont servi pour cet épisode, que vous retrouverez également en description. C'est tout pour cette fois, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de JCP.